Oui, pareil, c'est me partager, c'est très sympa de retrouver ces conventions. Bah oui. Et puis surtout d'avoir des contacts avec un public. Eh oui, des humains, enfin. Oui, et puis un public, et c'est toujours très, très gratifiant et réconfortant quand les personnes nous disent qu'ils aiment notre travail. Ah oui, bien sûr. Ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur. Et oui, on fait un peu ce métier de comédien pour ça. Bah oui, tout à fait, tout à fait. Donc écoutez, merci en tout cas. Alors, on a également sur scène notre ami Eddie ici présent. Eddie, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aussi? Moi je les accompagne pour voir si tout va bien et puis je suis un petit peu leur carrière en fait, pour savoir un petit peu ce qu'ils ont fait. Mais je pense qu'ils s'en rappellent de toute façon, hein. Dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, hein, ouais. Bon bah super. Alors on va pouvoir commencer les petites questions-réponses également. Alors déjà peut-être avant, pour vous introduire, je vais rebondir un peu sur les propos de Eddie. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu quelques œuvres auxquelles vous avez pu participer, que ce soit en film, en animé japonais, en jeux vidéo, voilà peut-être les plus connus, les plus on va dire marquants, et parce que j'ai vu, je connais votre liste, elle est longue comme j'allais dire mon bras, mais c'est pas assez grand, donc voilà, mais déjà pour vous présenter davantage aussi et que tout le monde puisse apprécier votre parcours. La même chose commence, Pascal, parce que. Mais oui, j'ai quelqu'un de très gentleman. Oui, alors récemment, peut-être les choses, en tout cas, les choses qui peuvent paraître les plus reconnaissables pour les gens. C'est pas. Il y a effectivement dans les mangas, il y a Hunter x Hunter, l'attaque des titans, et puis Nana peut-être, Excel Saga, enfin bon, voilà des animés comme ça. Après. Dans les jeux vidéo, en ce moment, c'est Apex. Eh oui. Apex, et moi, j'ai un petit faible parce que je l'ai fait pendant 10 ans, Mass Effect. Mass Effect, ouais. Et le Shepard. Et puis, bien sûr, il y a l'histoire avec les animaux fantastiques, dont on attend le 3e volet le 13 avril. Et puis, le dernier Star Wars, voilà. Des petites choses. Des petites choses. Comme ça. Non, mais voilà, sur les dernières années. Yes. Et pour toi, Vincent? Pour moi, oui, c'est vrai que c'est très difficile de faire un CV comme ça rapide. Moi, évidemment, c'est toute l'époque du Club Dorothée, avec Nicky Larson, Collège Foufoufou, Emma Ennemi, Olivier Tom, Jeanne Serge, tout ça. Bien sûr, ça c'est des trucs cultes, qui sont vraiment cultes. Et puis après, des comédiens que j'adore doubler, aussi des comédiens, alors c'est plus des dessins animés, ça c'est des comédiens comme Neil Patrick Harris, ou Mark Warren, qui est un peu moins connu, mais anglais. Quand même, hein, et ça j'aime beaucoup, et Dominique Monaghan dans Le Seigneur des Anneaux, Lost, et que je continue à faire assez régulièrement. Voilà, après... j'arrive pas à dire vraiment. C'est dur en plus. Oui, parce que j'ai des trucs qui me reviennent, Le Nom de la Rose, tout ça, des grands films, ou Les Griffes de la Nuit, Tarantino dans Pulp Fiction. Après, ça peut être très long. Des grands moments. Il y a quelques belles années de carrière derrière vous, pour tous les deux. Donc, puis j'espère qu'on en a. Et encore de belles devant. Oui, c'est ça. Bien sûr. Il faut savoir que Vincent a commencé aussi dans Candy, c'était Anthony, le prince des collines. Ah mais non. Mais si. Avec gros dossier. Si. Gros gosse. Et ça, c'est quand même remarquable. Ah ouais, la classe. Parce que Anthony, dans Candy, il a cette particularité, j'avais cette particularité, j'étais le seul à dire Candy. Ah oui, d'accord, ok. Je sais pas pourquoi je disais Candy. Moi j'écoutais le japonais, comme le japonais disait Candy, je disais Candy. Le truc. Et personne m'a repris. Maintenant quand je réécoute ça, j'avais 14 ans. Oh la vache. Quand je réécoute ça, je me dis c'est ridicule. Ah la vache. J'étais en train de muer, donc ça faisait Candy. C'était ridicule. Et donc, toutes les filles étaient amoureuses du petit prince des collines. Pas grave. Ça a dû aider dans la cour d'école ou pas un peu? Non, parce que j'avais pas à l'école. Ah bah alors si tu mets pas du tien en même temps. J'avais les cours par correspondance. Ah c'est beau. Et du coup il est aussi dans un épisode de Goldorak aussi. Accessoirement. Accessoirement. Voilà. Oui, alors là c'est très très vieux. Oui, mais c'est à peu près la même période. Mais tu parlais de mythique, là on est sur les bases quand même de l'animé en France, mine de rien. Donc ça marque. Ah ben ça marque, d'ailleurs ça marque. Alors, les amis, donc est-ce qu'on a une petite question alors pour nos amis ici présents?
N'ayez pas peur, bien évidemment. Toutes les questions sont autorisées, bien sûr. Voilà, sauf le cas contraire. Voilà, il y en a une là. Alors, on va commencer par notre jeune ami ici. Oui, tout à fait. Tu peux te mettre debout, voilà. Merci beaucoup. Bonjour, je voulais vous poser la question. Est-ce qu'il vous arrive, par exemple, de parler avec votre voix, la voix que vous utilisez quand vous faites du doublage, dans la vie de tous les jours? Genre à la boulangerie. Est-ce que ça arrive que ça vous échappe, par exemple, et qu'on vous reconnaisse avec ça? Vous dites, mais tiens, il n'y a pas de problème. Et vous dites, non, mais. Alors, c'est une question dans le quotidien. Oui, mais c'est la voix qu'on prend pour le doublage, c'est notre voix. Hein. Ou alors, sauf quand on fait un dessin animé, si vous doublez un champignon, je veux parler comme ça, avec une voix de champignon, d'accord. Mais Dieu merci, on ne la garde pas pour acheter une baguette de pain. Mais c'est vrai que quand on reconnaît nos voix dans des caisses de magasins, des choses comme ça, moi j'adore, je suis très très fier, surtout si je suis accompagné d'une amie ou d'un ami, alors là, je me la pète. Non mais oui, en fait c'est dans la vie, on module tous nos voix. Quand on est en colère, quand on est donc on le fait sans forcément y réfléchir. Voilà, c'est normal, c'est machin, ouais, c'est super, machin. On le fait tous. Donc qu'on module pour des personnages, ça fait partie de la respiration, ça fait partie du sentiment, ça fait partie du... Moi, j'ai toujours l'impression que c'est ma voix que j'utilise. Et après, ce qu'il en ressort, il y a peut-être des choses qui vont être effectivement un petit peu forcées pour des animés, mais sinon, c'est mon médium, c'est mon truc, je monte. Donc, c'est pas la voix d'un personnage. Finalement, c'est ma voix, mais après, elle va sur un personnage. Moi, ce qui est assez amusant, c'est que je donne des cours d'acting dans une école qui s'appelle Rubica. Et la première fois que j'ai eu mes élèves, j'aurais dit, bah voilà, moi, je prête ma voix à des dessins animés. Ils m'ont demandé lesquels. Et je dis, bah, je sais pas, devinez. Et dès que j'ai fait ça, j'ai fait, Kiroua. Quel truc, voilà. Donc, ils sont contents parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont des cours particuliers avec Kiroua. C'est un truc de ouf. Voilà. Mais c'est ma voix. C'est des intonations que je peux prendre dans ma vie quotidienne. Enfin, je ne pose absolument pas la question. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y avait une autre question avec notre ami, voilà, sur le côté droit de la scène. Donc, bonjour à vous deux, enfin vous tous. Merci d'être là. Et ma question, c'est comment on fait pour devenir comédien de doublage? Je suppose qu'on vous l'a déjà posé souvent. Peut-être une fois ou deux. Ouais, voilà. Alors, mais on peut rajouter quelques zéros derrière. Alors, c'est vrai que c'est une bonne question que tout le monde se pose, bien sûr. Un classique. Alors déjà, je suis pas vexé, mais ça n'existe pas un comédien de doublage. C'est comédien. Et un comédien, il peut jouer au théâtre, il peut faire du doublage, il peut faire de la pub, il peut de la radio, tourner au cinéma, à la télé. Donc voilà, le doublage, c'est une corde comme une autre de ce métier. Et comment on arrive à faire du doublage quand on est comédien? Parfois c'est le hasard, on est appelé parce que quelqu'un nous a vu au théâtre, ou alors on a des amis qui parlent de nous. Moi j'ai commencé à 13 ans, mais c'est particulier mon histoire. Moi c'est ma maman qui n'était pas du tout dans ce métier, mais ça lui a pris comme ça de me faire du théâtre et du doublage à 13 ans. Donc elle a appelé les boîtes de doublage. Et elle a dit, voilà, mon fils, il fait du doublage. J'avais jamais fait ça de ma vie. Ah mais elle est chaude, c'est incroyable. Et je suis arrivé sur un plateau, c'était un western, et on m'a demandé de faire un accent mexicain. Et je l'ai fait. Oh, l'histoire. Parce que j'adorais lire des bandes dessinées à voix haute et faire des accents. Je l'ai fait et ça a tout de suite marché. Mais après, voilà, chacun a son histoire, comment on commence le doublage. Dans tous les cas, moi, j'étais pas comédien. Ensuite, j'ai pris des cours, à 15, 16, 17 ans, j'ai pris des cours parce que j'avais besoin de technique. Et le doublage demande énormément de technique. Voilà. Et donc c'est quand même un parcours atypique. Hein. Et pour toi, ma chère Pascale, justement, moi j'ai fait un peu l'inverse. Moi j'ai commencé à faire du théâtre très tôt, à 11 ans. Après j'ai des cours de théâtre, etc. Moi je voulais être comédienne. J'ai fait une école, l'école de la rue Blanche, où je travaillais essentiellement au théâtre, un petit peu à la télé. Et c'est en jouant au théâtre
avec des comédiens qui faisaient du doublage. Moi, j'étais la seule à ne pas en faire et ils m'ont dit bah, viens assister, viens machin, etc. Mais moi, je ne savais pas du tout ce qu'était le doublage et donc je suis arrivée un peu par hasard et j'ai commencé par regarder, j'ai fait un peu des ambiances, des trucs et puis petit à petit, voilà. Mais à l'inverse de Vincent, moi j'ai commencé d'abord par la technique et après par la pratique. Toi, la pratique, renforcée par la technique et voilà. Ce sont des parcours, chaque parcours est de toute façon unique. Il n'y a pas un truc il ne faut pas faire telle chose. Il peut y avoir des autoroutes ou des chemins de traverse pour y arriver, on ne sait pas. Et selon vous, justement, par rapport à votre expérience, est-ce que la manière dont vous avez pu commencer à l'époque peut être encore la même à l'heure actuelle ou maintenant, ça c'est quand même grandement professionnalisé. Non. Est-ce qu'il y a d'autres canaux ou non? Je vais vous dire, par exemple, j'ai ma fille qui a 17 ans, qui s'appelle Lana, qui est là d'ailleurs, qui fait ce métier aussi depuis l'âge de 6 ans. D'accord. Elle a commencé à tourner. De père en fille, voilà. Ah oui, et là récemment, en doublage, elle a doublé dans un film qui passe sur Netflix qui s'appelle Vigo. Oui. Donc elle chante, en plus. Ah la vache, ouais. Et dans un autre film... Mais on va te mettre un siège aussi avec nous. C'est pour le... Oui, tu devrais le dire. Et Le Peuple Loup. Ouais. Et avec Le Peuple Loup, elle a reçu en plus meilleure voix féminine de doublage dans un festival à Port-le-Cat. Ah, énorme. Alors, voilà. Je parle bien parce qu'elle est là et... je t'énerve. Non mais oui, donc comme quoi effectivement, voilà, c'est pareil. À l'heure actuelle c'est pareil. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que il y a une grande différence, je pense, entre des enfants qui commencent du doublage enfant, parce que pour eux, c'est un truc de jeu, c'est que des adultes. Ouais. C'est vraiment complètement différent. Et après, il y a un moment où, tu vois, quand tu dis que tu as commencé, qu'après tu prends des cours, etc. Parce qu'au début, il y a une chose qui peut paraître innée, qui peut être... Mais c'est pareil pour combien de jeunes enfants tournent et combien de jeunes enfants continuent à tourner une fois qu'ils sont adultes. Bien sûr. C'est parce que le fait d'avoir conscience de ça, ça n'est plus de l'instinct d'enfant, ça devient du professionnalisme. Et c'est là où il faut travailler. On en parlait on a eu le plaisir d'avoir aussi, je pense, un de vos amis, Donald Renew, qui a commencé jeune, pour reprendre tes propos, Pascal, justement, et qui disait, sur le chemin, après l'adolescence et tout ça, quand c'est professionnalisé, il y en a plein qui sont partis, lui, il a continué là-dedans, Oui, parce que quand on commence enfant, après, surtout pour les garçons, on mue. Bah oui. Alors là, c'est terrible parce que... c'est l'outil qui change. C'est l'outil qui change et puis on n'a plus de base. Ouais. Pour une fille, c'est moins difficile. La voix évolue, mais et c'est surtout qu'après, il faut justement gagner une maturité parce qu'on va avoir des rôles plus mûrs et il faudra s'adapter. Si on regarde un côté enfant, parce que Donald est formidable, parce que Donald, en plus, a une rapidité, une intelligence de jeu et un humour incroyable. Bien sûr. Et oui, il faut avoir des qualités comme ça. Oui, comme la comédie. Je parle pas de moi, non, mais je bien parle sûr. de Donald. Oui. Il y a beaucoup de comédiens de doublage, dans le doublage, qui parfois ne bossent pas beaucoup. Et ils se plaignent. Oui, mais c'est peut-être pas non plus les meilleurs. Comme dans tout, comme au théâtre, tout ça, c'est... c'est quoi le petit plus? Qu'est-ce qu'on va aller chercher, travailler Le petit plus, c'est vrai que Donald a cette vivacité, ce talent incroyable. Voilà, on le salue en tout cas. Et bien sûr. Quel plaisir. Et il y a parfois quelques comédiens comme des Depardieu, des gros noms de comédiens, qui sont pas forcément très doués dans la discipline du doublage, qui ont un petit peu de mal avec ça. C'est intéressant. Parce qu'il y en a qu'il faut qu'ils se post-synchronisent. Je parle sous votre... Voilà, et souvent en fait, quand vous tournez un film, le son en direct n'est pas assez bon, donc il faut se post-synchroniser. Et donc vous l'entendez peut-être parfois, c'est pas pour critiquer Depardieu, mais quand vous entendez Depardieu se doubler lui-même, ce qu'il a doublé ou en anglais ou qu'il se post-synchronise, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça fait pas pareil que quand c'est vous qui maîtrisez bien l'objet, le rendu est pas le même. Je sais pas ce que vous en pensez. Encore, je pense que Depardieu a assez l'habitude de se doubler lui-même parce qu'il a fait du doublage aussi, sur des acteurs anglais, notamment Kenneth Branagh.
sur Henri V. Mais moi j'ai croisé, quand j'étais enfant, Lino Ventura. Oh, grand monsieur. Oui, il est formidable, qui se doublait lui-même dans un papillon sur l'épaule. Et j'étais accompagné de ma maman, il n'arrivait pas à se doubler. Il s'était tourné vers ma mère, il avait dit, je suis désolé, je déteste le doubler, j'ai l'impression de parler faux, il détestait ça. Parce que Lino Ventura, c'était un acteur, je trouve, un vrai acteur de cinéma. Et le doublage demande plus une technique de comédien de théâtre. Ouais. Ah oui, ça c'est intéressant. Ça fait appel quand même à des petites choses différentes. Ce sont des branches, que ce soit le cinéma, le théâtre, le doublage, la voix, la pub, etc. Qui sont des branches, enfin qui forment l'éventail complet du comédien, du travail de comédien. Et après, on peut avoir une préférence pour telle branche, ou aussi une facilité, la technique du doublage. Il y a des gens qui peut-être ne l'auront jamais. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas de merveilleux acteurs à l'image. Bien sûr. C'est complètement différent. Et justement, Pascal, par rapport à ce que tu dis, pour vous deux, vous concernant, est-ce que vous avez justement un terrain d'expression que vous préférez, notamment dans le doublage, entre justement du manga, du jeu vidéo, du film ou de la série? Est-ce qu'il y a un endroit où vous avez peut-être plus de liberté pour vous amuser? Est-ce que vous avez vraiment un support qui est un peu plus que vous préférez tout simplement par rapport à un autre, ou qui vous fait plus marrer, ou que vous préférez si vous êtes fan, je sais pas, de science-fiction plutôt que d'animation japonaise ou Moi, ce que je préfère, c'est doubler un acteur qui est bon. Ouais. Parce que si un acteur anglais ou italien ou quoi que ce soit est bon, c'est plus facile de le doubler parce qu'on le copie en soi. Oui, son émotion, on va la gagner ou pas, mais ça c'est très intéressant. Et puis surtout des comédiens qui nous correspondent. Oui. Et on dit souvent qu'on a la même respiration. C'est vraiment des comédiens, on rentre dedans totalement. D'accord. Ça c'est très agréable. Ouais. Après que ce soit des animés, j'adore bien sûr. Parce que du coup c'est ça. Alors du coup sur comment on peut faire sur justement un dessin animé qui là ne va pas être un acteur de chair et d'os, mais est-ce qu'on s'accroche à l'émotion, au dessin? Qu'est-ce qui va vraiment permettre l'émotion, non, je pense que dans Nicky Larson, il n'y a pas d'émotion. Mais là, on se marre, justement. Il y a du fun. On se marre, c'est formidable. Alors, faire un dessin animé, c'est quand on fait par exemple des animaux, on va prendre une voix de champignon, c'est notre truc, on dit souvent, j'ai fait un champignon aujourd'hui. Ah oui, toi, un pingouin, c'est super. C'est très marrant parce que justement, il faut la trouver cette voix du champignon. Oui, donc il y a un aspect de créativité dont on parlait tout à l'heure, le fameux petit plus, et qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer derrière, quoi. Ouais. Un jour, moi, je faisais un dessin animé comme ça, je faisais un champignon. Et le producteur du dessin animé était là, je fais les essais. Il me fait, non, ça va pas. C'est pas une voix de champignon. Je lui dis, mais vous avez déjà entendu un champignon? C'est quoi la voix de champignon? Non, mais les absurdités comme ça pendant un an. C'est énorme. Et pour toi, Pascal? En fait, c'est pas le truc de prédilection, je sais pas trop. Moi, j'aime bien être sur des personnages qui sont assez forts. Enfin, en général, je me retrouve sur des personnages qui sont plutôt assez toniques. Peut-être parce que j'ai un débit ou que j'ai une espèce de voilà, donc ça va peut-être plus correspondre à ma respiration ou à mon voilà. Mais il n'y a pas tellement de choses que je préfère parce que par définition. Enfin, souvent un rôle quand il est là, il n'est pas là pour rien, donc il y a quand même quelque chose d'intéressant à défendre. Mais c'est vrai que j'aime bien les personnages un peu torturés, quoi. J'aime bien les personnages un peu torturés. Une histoire forte, quelque chose d'intense. Oui, mais pas forcément. Par exemple, il y a une série que j'aime beaucoup faire, qui est sur Netflix, qui s'appelle Dead to Me, où Linda Cardellini, on a l'impression qu'elle est toute douce, etc., qu'elle est manipulée, mais en fait c'est elle qui manipule, l'air de rien, etc. Voilà, j'aime bien ce genre de truc un peu tortueux, enfin voilà, complexe et avec genre un peu barge, j'aime bien. J'aime bien. Tu nous fais peur, Pascal, tu nous fais peur. Non, mais j'aime bien. Et puis le jeu vidéo, c'est un petit peu particulier aussi. Il faut expliquer comment ça se passe. C'est pas proprement dit du doublage là pour le coup. Alors, quelle est la différence? Alors, le jeu vidéo, en doublage, que ce soit en doublage d'animé ou de live,
35 et série, il y a une bande rythmo qui défile sous l'image à la même vitesse et à la même rapidité que l'image. Le texte est inscrit dessous, il a été traduit, adapté par des gens dont c'est le métier, talentueux a priori. On écoute l'original, a priori, et non mais voilà, le texte est écrit, c'est pas nous qui l'écrivons, c'est pas nous qui l'inventons, c'est pas nous machin. Le texte défile, on regarde le comédien, la comédienne que l'on va doubler jouer, on s'imprègne de ce qu'il fait, et puis on essaye et on fait une proposition d'émotion, de sentiments, en français avec le texte écrit. Pour un jeu vidéo, il n'y a pas de synchronisme. On travaille avec un casque, on entend ce qu'on appelle des fichiers originaux dans notre oreille, et en face de nous, sur un écran, on a la forme d'onde du son original, et on doit refaire ce fichier, jouer ce fichier, interpréter ce fichier qui peut être une phrase. Alors soit il a la même longueur, pas la même longueur, bon, après il y a des trucs techniques, mais voilà. Mais on est seul, et on est seul. Oui, il n'y a pas de bande sans image. De tout ça. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de bande son. Il n'y a pas de bande son. Oui. Et du coup, là vous êtes seul sur les studios, vous êtes encore à plusieurs maintenant. Je pense même comment ça s'est passé par exemple avec le Covid ou non, depuis un an, tout ça. Depuis 2 ans, oui, c'est ce que j'avais demandé. Oui. Là, ça commence un peu à revenir. Ok. Enfin, si, 2 au micro. Oui, 2 au micro. Voilà. 2 au micro. Mais de toute façon, même avant le Covid, beaucoup de films se faisaient finalement tout seul parce que, surtout pour le 35, pour le cinéma. Oui, pourquoi alors? À cause du son. À cause du 5.1. Ah, 7.1, machin, voilà. Ah oui, donc ils veulent des voix, chaque voix doit avoir sa piste. D'accord. Voilà. Donc ça ne change pas grand-chose pour le cinéma. D'accord. Ça change surtout pour les séries et les dessins animés. D'accord. Là, non, mais parce que du coup, il y a quand même une atmosphère en studio, il y a un échange, il y a un côté vivant qui veut transcrire, enfin qui peut transpirer, on va dire. Avec jouer avec son partenaire. Il y a quelque chose qui se passe quand même. Quand on est deux. C'est quand même plus intéressant que d'être seul. Enfin, il se passe quand même quelque chose. Oui, il y a de l'alchimie. Mais par exemple, moi j'avais fait un film qui s'appelle Nos pires voisins, où j'étais avec Xavier Fagnon, qui est un comédien vraiment très très chouette. Sauf que quasiment les 2 personnages n'arrêtaient pas de parler en même temps. Donc c'était pas possible. C'était pas possible d'enregistrer ensemble. C'était une comédie où il fallait que ça se réponde, machin, ça allait à 100 à l'heure et tout. Donc ce qu'on faisait, en plus Xavier il fait 1m80 ou je sais pas, enfin il est super balèze, moi je suis un petit gabarit, donc au micro c'était compliqué. Donc ce qu'on faisait c'est qu'on l'a répété ensemble. Donc moi j'étais sur un cube, j'étais cubé à côté de Xavier, j'étais à la même hauteur du micro. On l'a répété ensemble pour savoir ce que le partenaire allait jouer, et après on l'enregistrait tout de suite après, l'un après l'autre, en se souvenant, pour que après on puisse se corriger et pour qu'on puisse mixer les voix. Voilà. Mais on répétait ensemble. Donc on a fait tout le film ensemble, mais on n'a quasiment rien enregistré ensemble. C'est improbable, hein. C'est vraiment pas. Voilà. Tout est possible. Tout est possible. C'est super. Alors, est-ce qu'on a du coup autre question dans le public pour nos comédiens ici présents? Oui, ici à droite. Non, derrière. Ouais, voilà. Bonjour à tous, et bien, la question que je peux vous demander, c'est est-ce que par hasard dans le métier de doubleur, ça peut s'apprendre les accents? Ah, alors les accents, tu veux dire les intonations ou plutôt les accents étrangers de différentes nationalités? Les accents des régions étrangères. D'accord. Alors est-ce que ce sont des choses qui s'apprennent? Est-ce que c'est on se lance dedans, on teste un accent, je sais pas, japonais, mexicain, cubain, africain ou autre? Non, ça s'apprend pas, mais effectivement, on peut avoir des facilités pour les choper. Ou alors on peut, si on a vraiment un travail où on nous demande vraiment de prendre un accent et sans caricaturer, je veux dire, l'italien ou l'allemand, tout ça, oui, on peut peut-être une petite semaine avant écouter les Allemands parler en français pour voir les Italiens. Mais ça s'apprend pas, non, il n'y a pas d'école d'accent. Après, c'est une facilité qu'on peut avoir, que le comédien peut avoir. Un exemple comme Roger Carrel, par exemple,
qui était un énorme comédien de doublage et qui avait une facilité pour choper tous les accents, c'était incroyable. C'est lui qui doublait. C'est lui qui doublait Benny Hill. Donc, oui. Et il avait vraiment cette facilité-là de choper les accents, mais multiples. Ouais, à la volée, tac tac. Ouais. Il y en a un autre comme ça, d'ailleurs, t'en parlais, c'est mon ami Xavier Fallion. Il est assez incroyable aussi. C'est des gens qui ont de l'oreille et qui arrivent à imiter. Oui, à choper le truc et à leur flasher derrière rapidement, quoi. C'est comme voilà, quelqu'un qui a des facilités pour les langues, là, des facilités pour des accents. Enfin non, ça s'apprend pas. Par contre, faut pas que ce soit trop caricatural quand même. Quand on maîtrise pas, je trouve qu'il vaut mieux. Non, mais c'est surtout qu'en ce moment, les chaînes de télévision ne veulent plus qu'on fasse d'accent. Parce que, voilà, politiquement correct, et c'est très emmerdant parce que souvent, on écoute les versions originales, les acteurs américains ou anglais ont un accent allemand ou italien, nous on ne peut plus le faire. Et c'est ridicule ça, je trouve ça ridicule. Ouais. Et justement par rapport à ça, c'est un petit peu lié parce qu'il y a souvent des questions sur le sujet. Certains, on parlait de vos parcours, viennent plus ou moins, je pense notamment à Pierre-Alain ou tout ça, qui viennent de la musique. Est-ce que vous trouvez que c'est important d'avoir une certaine musicalité? Est-ce que vous avez des bases, vous, dans le domaine de la musique pour pouvoir travailler ou pas du tout? Est-ce que c'est quelque chose qui est important? Parce que souvent, c'est une question qui revient par rapport à ce côté, quand on parle d'oreille, de choper les trucs. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble important? On peut faire sans, avec c'est mieux ou je pense que d'abord écouter, par définition, écouter l'original quand on doit travailler, c'est quand même la base. Oui, la base, voilà. C'est la base. Donc si on n'a pas d'oreille pour écouter, qu'on n'arrive pas à choper, etc., ça risque d'être un petit peu plus compliqué, un petit peu plus difficile ou un petit peu plus long. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas. Mais oui, avoir une oreille et sentir dans une langue étrangère le sentiment, etc. Ça me paraît. Alors, évidemment, il y a l'image, mais il y a aussi la voix, ce qui se passe, etc. Donc, moi, j'ai pas tout à fait. J'ai pas une formation de musicienne. J'ai un peu chanté parce qu'effectivement, dans les écoles de théâtre, bien sûr, oui, c'est il y a beaucoup de chants. J'ai chanté un peu sur scène dans des labiches ou des voilà, mais j'ai pas je ne me pense ni musicienne ni chanteuse. D'accord. Voilà. Et pour toi justement, Vincent. Moi je trouve que ça peut aider d'avoir un peu ce côté musicien pour le rythme aussi, pour choper le rythme, mais il faut faire attention parce que faut pas croire qu'on copie une musique. Parce que si vous copiez la musique de l'anglais, par exemple, ou de l'américain, ça sera un très mauvais doublage. D'accord. Parce que ça va être... Chaque langue a sa musicalité. Il faut choper dans l'acteur qu'on double l'émotion, les respirations, mais pas la musique. D'accord. La musique, c'est notre musique française. Vous devez pouvoir... Parce que sinon, après, c'est là où on appelle ça chanter. Quand un mauvais comédien double... On appelle ça chanter. D'accord. Donc ça, c'est pas bon signe. C'est très mauvais. Et à propos d'ailleurs, est-ce que ça vous est arrivé de devoir, pour une série, un film ou autre, un dessin animé, de devoir pousser la chansonnette sur... Donc malgré tout... Moi, je l'ai fait et je faisais deux petits jumeaux. Je faisais des frères jumeaux. C'était sur Héloïse, un dessin animé... qui parle d'une petite fille qui vit dans un grand hôtel, etc. Et il fallait que je chante, et que je chante en plus avec des voix de petits garçons. D'accord. Donc c'était pas non plus ma voix, voilà. Et c'était Claire Guyot, donc qui s'occupait du chant, qui chante très très bien, et donc qui coachait les comédiens, et donc il y avait des petites chansons de Noël ou des petits trucs comme ça. Mais ça allait quoi, c'était... Oui, ça allait parce que c'était relativement simple. Mais je ne m'aventurerai pas davantage. Bien sûr. Et alors justement, là, on parlait d'acteurs. Est-ce que ça vous est arrivé de rencontrer justement des vrais acteurs que vous doublez, que ce soit d'autres pays, que ce soit forcément, ou sur des grosses productions américaines ou des doublages japonais, que sais-je?
Ouais, non, il y en a qu'un que j'ai rencontré, moi, c'est Dominique Monaghan, du Seigneur des Anneaux. Ah oui, oui. Et la classe quand même, ça va, il y a plus... Ah oui, oui, il est Ah oui. super sympa parce qu'il avait fait Lost aussi pour l'avant-première de Lost. Et c'était fait à quelle occasion alors ce genre de... L'avant-première Ah, c'est ça. de TF1, ils avaient invité les doubleurs et Monaghan était là. On fait exactement la même taille. Ah, c'est énorme, ah, c'est drôle. Donc je fais la taille d'un hobbit. Quoi. Voilà. C'est pas mal ça. Donc je l'ai su comme ça. Donc, super sympa. Et c'est tout. Moi après, un jour j'étais très flatté parce que j'ai doublé Hugh Grant dans un feuilleton qui s'appelait Champagne Charlie. D'accord. Alors que je ne l'ai pas rencontré, mais il avait été interviewé dans François et il avait dit qu'il adorait sa voix française. Ah. En l'occurrence, moi. Il y a pire comme compliment. Ah oui, très c'est content. bon. Après, j'ai plus jamais redoublé. Ouais. Ça va. C'était voilà, bon, écoute. Et pour toi, Pascal? Non, moi j'ai jamais rencontré de comédienne que j'ai doublée, mais lors d'une convention, j'avais rencontré le caractère designer de Nathan de Yokai Watch, Oui. qui n'était autre que celui de Ken le Survivant quand Ah, même, non, ouais. et qui est décédé depuis, Oui. et qui m'avait... et donc du coup qui m'avait dessiné mon Ah, personnage et trop tout. fort. Et donc j'étais vachement émue, parce que bon, c'est quand même... Ah bah, c'est pas bien. et puis bon, il nous a quittés il y a 2 ans, je pense, hein, c'est ça, à peu près. Et ouais, c'était un peu... ouais, Oui, c'est marquant. ouais, c'était marquant et c'était une très très jolie rencontre. Ouais. Et à propos justement d'événements un petit peu marquants, quel est, un grand classique, mais quel est peut-être un grand, dirais-je, souvenir marquant de votre parcours, de votre doublage préféré, je veux dire, par rapport à, s'il y en a, hein, je sais pas comment on peut dire, mais est-ce qu'il y a vraiment un rôle, un personnage qui vous a vraiment marqué fort Oui, non, oui, il y en a plein. Bah oui, mais non, moi j'ai un souvenir de. J'en ai plein de souvenirs de doublage Bah oui. qui sont géniaux. Mais un que j'ai vraiment adoré et mes frangins étaient super jaloux parce que j'ai doublé pendant une semaine entière avec Claudia Cardinal. Ouais. Qui était magnifique parce qu'elle était Bah oui. assez jeune. Et là, mes frangins, ils étaient jaloux. Ah oui, ils adoraient, d'accord. ils avaient des posters d'elle. Et elle était adorable et c'était formidable. Ouais. Oui, Il y a des moments comme ça, on est ouais, un peu magique, quoi. un peu magique. Ah, yes. Et puis sinon, les rôles que j'ai vraiment aimé travailler, moi j'avais adoré faire Le Nom de la Rose, oui. Ah oui, oui, ah bah c'est quand même Ouais, pas rien c'était non plus. vraiment un gros truc et puis c'était très agréable avec Gérard Cohen, je sais pas si t'as connu. C'était un directeur artistique formidable. J'avais pris mon pied là. Ouais. Après, il y en a plein. Hein. Ah oui, bah les souvenirs, dirais-je. J'ai adoré doubler Bernardo dans Zorro aussi. Ah oui. Non, c'était une Ah oui, parce que là, il parle pas. Il est plus le garçon. Et pour toi, ma chère Pascal, C'est compliqué de dire. Moi, il n'y a pas. Si je repense à quelque chose, forcément, oui, j'ai aimé Mass Effect parce que ça a été sur 10 ans. Oui. Et donc, c'est une histoire qui a été très très longue et qui est montée comme ça un peu en puissance. Quand on a l'habitude de doubler une comédienne et qu'on la retrouve, on a l'impression de la connaître un peu, donc Ouais. que c'est un petit peu plus fluide. Mais tout à l'heure,